Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus. Nous sommes jeudi et donc ce sera un jeudi anthropologie avec notre expert des humanités classiques africaines Nusere Kalala Omotunde. Ce sera donc tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place à l'actu. Nous sommes le jeudi 4 novembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous écouterons les transporteurs routiers de Guadeloupe qui demandent audience aux autorités pour négocier le prix des carburants beaucoup trop élevé. Puis nous assisterons à la pose de la première pierre de la résidence Magnificence à Pointe-à-Pitre, un programme en accession sociale. Et enfin, on parlera environnement avec l'ouverture des assises de la biodiversité qui se tiennent cette année ici en Guadeloupe. Et avant de développer ces quelques titres, notez qu'hier soir, l'Assemblée nationale a adopté en nouvelle lecture le projet de loi Vigilance sanitaire à 147 voix pour et 125 contre. Comme à son habitude, le gouvernement a balayé tous les amendements du Sénat, revenant donc à la version initiale du texte. Ce dernier prolonge la possibilité de recourir au pass sanitaire jusqu'au 31 juillet prochain. Le Sénat avait préconisé jusqu'au 28 février, mais bon, visiblement, ils ont besoin d'un délai supplémentaire. Et il donne aussi la possibilité au gouvernement d'instaurer l'état d'urgence sanitaire pendant un mois sans aucun contrôle du Parlement qui ne sert déjà plus à rien. Et depuis le 25 octobre dernier, les agents de la clinique de l'Espérance aux Abîmes sont mobilisés. Ces derniers durcissent le mouvement en empêchant les remplacements illégaux opérés par la direction. Et sur la centaine de personnels, plus de 80% sont en grève, ce qui perturbe le fonctionnement de l'établissement et contraint les patients à se débrouiller. Le reportage de Michel Depape. Nous avons trouvé nous mobilisés là depuis le 25 octobre d'avoir direction à la clinique L'Espérance décidé de mettre en place loi scélérate que le gouvernement a voté depuis le 5 août 2021 là. Donc ils ont décidé de suspendre le monde et il n'y a pas de mode, il n'y a pas de temps pour nous organiser nous, pas de temps pour nous analyser cette situation-là, ils ont décidé de couper haché. Donc, nous dit que non, nous pouvons attendre de suspendre nous. Donc, tout salarié qui était menacé, mettre devant l'établissement là et ils ont arrêté de travail. Hier, nous avons trouvé nous à s'y piquer nous, depuis une semaine et demie. Nous avons trouvé nous s'y piquer nous et nous décidé que nous avons arrêté blague avec direction là. Parce que là, pendant nous en grève, la loi a dit que doit remplacer salariés qui en grève. Et yo ka yo fait, yo mette yo ka faire rentrer monde pour remplacer nous, pour casser nous, pour l'établissement là fonctionner comme si pas tenu pour suspension, rien. Donc nous rappelons yo à l'ordre, yo pas de mode, yo voyez des vigiles qui ka fait monde rentrer remplacer nous. Donc nous mettons nous devant et nous dit que non, ça peut continuer, yo veut respecter la loi à suspension, yo veut respecter la loi aussi à remplacement révis. Donc c'est pour ça nous faisons échauffouré devant là et nous dit que pas monde peut rentrer remplacer nous. Et c'est ça qui est fait à partir de maintenant. Nous clairs, nous avons dit que nous pas des anti-vax, nous sommes des gens qui contre l'obligation vaccinale et le pass sanitaire. Donc ça veut dire que les gens qui veulent pitcher yo, capiquer yo, et les gens qui veulent garder doute à yo, yo pas paré ou yo pas paré faire ça, donc yo ni choix yo aussi. Donc c'est pour ça que nous avons dit que là où vous mettez en grande partie à soignants dehors, qu'on compte nous, à la clinique là, nous avons trouvé nous à peu près une centaine de soignants, à peine 15% de vaccinés. Donc ça a fait qu'on y a à peu près 80 600 dehors. On ne peut pas tenir avec 100 patients qui en dit dans là, 100 patients qui en dit dans là et avec une vingtaine de soignants. Donc, ça n'est pas tenable. Subitement, comme nous mettons des repas soignants pour occuper des gens, il y aura dit clairement, il y aura dit que ces gens rentrent en casa parce que pas de soignants pour occuper des gens. Donc, ça est dommageable parce que la population qui a besoin de soins, des gens en psychiatrie, qui a besoin de soins, des gens en SSR, qui subissent opération, des gens en cancer, des gens qui ont fait chimiothérapie, ils ont besoin de soins. Là, vous voyez en casa, vous voyez dans la nature, ça va mettre en danger la population, nous, gravement. Nous avons des gens qui c'est l'hôtel qui est parce qu'il n'y a pas ni hospitalisation, il n'y a pas ni famille pour prendre en charge. Donc c'est l'hôtel, avant pas qu'être l'argent, il y a courir. Donc ça c'est des qui est très grave. Et nous avons la direction avec l'ARS qui a communiqué et on a dit que ces grèves-là, ils mettent l'établissement en danger. Alors qu'on a la moitié à soignants qui est absent. Donc l'établissement est en danger de fait.
Et il a dit, officieusement, il a dit à les patients qu'il n'y a pas ni soignant pour occuper d'eux. C'est pour ça qu'il a envoyé à casa. Et là, on voit communication à eux, il voulait dire que c'est en grève qui a mis en danger le fonctionnement de l'établissement là. Alors que ça n'est pas viable du tout. Tout le monde a vu c'est ça. Et si on a répété une fois, si la population veut tant d'informations, vont cesser les piquets de grève, viennent coûter, viennent voir ça qui a passé. Et chez les sapeurs-pompiers de Guadeloupe, ils sont 70% à refuser l'obligation vaccinale. Les soldats du feu maintiennent par ailleurs que la vaccination fait pas mal de dégâts ici en Guadeloupe. Les courriers en tout cas de mise en demeure sont déjà partis et le 15 novembre prochain, les suspensions prendront effet. Une attaque à laquelle les pompiers se préparent et répondent par la mobilisation. Le reportage. Ah ben, aujourd'hui là, nous semblait devant caserne à Périn-Abi, mais là, qu'a situé siège à sapeurs-pompiers de la Guadeloupe, l'état-major. Et nous semblait pour des raisons. Première raison là, c'est qu'un certain nombre de camarades en nous recevoir des notes de menaces disciplinaires par rapport à la manifestation, droit des grèves en nous. Donc nous avons manifesté hostilité en nous par rapport à ça. Et deuxième raison là, c'est que les chefs de service en nous, les chefs des centres, j'ai recevoir des courriers de mise en demeure, de présentation de schéma vaccinal jusqu'au 15, à partir du 15 novembre. Donc mobilisation en nous, c'est de montrer hostilité en nous à ces pratiques-là, ça, et que nous a près de 70% des sapeurs-pompiers non vaccinés dans ce service-là, ça, et qu'à partir du moment que la direction nous veut suspendre 70% des sapeurs-pompiers, il faut savoir que nous avons véritablement une forme de déclaration de guerre aux sapeurs-pompiers et nous payer ça fait. Jean Sakaoulé là, nous rendons compte que le service ne peut pas fonctionner, ne peut pas laisser le 10 de Guadeloupe fonctionner avec 70% à pompiers en moins. Et même si on peut prévoir à fermer caserne en Guadeloupe comme Martinique en Guyane, parce que ça a dans le plan, le directeur là, avec tous les amis métailles, nous peut dire comme ça, métailles, décider de fermer ces casernes là, si pas ni pompiers. Donc il faut baisser le niveau de sécurité à pompiers, alors que si vous êtes capable, vous tenez des castagnettes, vous tenez des coronesses, on va dire, pas castagnettes mais coronesses, vous tenez mettre devant le profil là. Mais nous voyons aujourd'hui, qui côté long, qui en tenant en Bazac, c'est mon ça, il a servi à profil là, il a servi à l'État français. Et nous, à un moment donné comme ça, même si nous avons un système quoi, que ça n'a pas fonctionné, mais quoi mettre un peu maman et papa enfants en chemin là, quand l'hôpital là, quand on est de Guadeloupe, quand on est des collègues volontaires. Donc, nous avons dit comme ça que il faut qu'on y claire dans ça, nous avons dit. Le gouvernement a poussé à ce que la population là tombe à la forme d'explosion sociale. Donc ces grèves, il faut mettre dans l'obligation en la rue là, de perdre tout ça. On va continuer à dire ça, inlassablement, même si il n'y a pas qu'à quoi ça, même si on est mal à quoi ça, le vaccin a fait des dégâts tout bonnement pays là. D'accord? Et nous pas mentir à nous-mêmes, nous pas refuser de voir la vérité. Moi, Denix, les cas pas les bords, il faut mettre des codes pas comme quelqu'un dit. Il a renié et tout ça, il y a donc un reniement, un déni total à chaque fois, à chaque raison, et nous avons tombé dans ça à chaque fois. Nous avons cette population-là, venir, parce que sans eux, nous pouvons gagner le combat là, ça. Donc, qui médecin, qui pompier, qui aide soignant, qui les infirmiers libéraux, qui les parents d'élèves, les timons, il n'y a qu'à comprendre parce que plus en plus, on voit que la volonté là, c'est de vacciner les timons en nous. Okay? Donc, nous tous concernés dans ça. Genre là, ni ça qui nous impliqués, mais nous n'avons pas de monde qui est concerné, il faut nous mettre nous ensemble pour gagner le combat là, ça. Et notez que le British Medical Journal a publié donc un article qui remet en question la véracité de l'étude qui a permis à Pfizer d'obtenir son autorisation conditionnelle de mise sur le marché. Le groupe Vantavia, groupe sous-traitant de Pfizer, aurait trafiqué donc les données pour accroître les résultats sur les performances de son vaccin. Une alerte lancée par Brooke Jackson, ex-salarié chez Pfizer BioNTech au moment des tests. Cette dernière dit avoir été témoin de nombreux manquements ayant compromis l'attribution en double aveugle, une procédure essentielle pour évaluer l'efficacité du traitement par rapport justement au placebo. Et par ailleurs, le laboratoire aurait tardé à assurer le suivi des effets secondaires de son injection. Et les prix des produits pétroliers atteignent des niveaux jamais égalés en Guadeloupe, avec un litre de samplon à 1,75 € et du gasoil à 1,53 €. C'est une véritable amputation du pouvoir d'achat, une flambée des prix qui a un impact colossal sur les ménages, mais aussi les entreprises qui sont déjà en difficulté. Les transporteurs routiers demandent
au plus vite une audience auprès des autorités afin de négocier les prix à la baisse. Le reportage de Michel Depape. Oui, nous, enfin, c'est l'USTR, comme un certain nombre de syndicats affiliés à COPG. COPG, c'est en coopérative, en collectif de défense des entreprises guadeloupéennes. Donc nous nous réunissons parce que lundi matin, nous recevons un coup de massue. Le carburant, d'une manière générale, augmenté considérablement, au-delà de 12 centimes si gasoil là et samplon là. C'est comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est vraiment pénalisant pour tous les foyers au quotidien, pour les entreprises, pour les transporteurs. Donc voilà, ça impacte le budget de tout le monde, l'économie guadeloupéenne. Ah, il y a sommé nous-mêmes. Il y a sommé nous-mêmes. Ah ouais. Là c'est combat qui est combat. Là c'est en crise. En crise. Là c'est crise sanitaire, là c'est crise à combat même. Nous qui avons goumé, parce qu'elle ne peut pas encore. Nous avons souffert. Ben, c'est ridicule et puis c'est vraiment absurde. C'est pas même non pour qualifier ça tellement nous avons foutu pas même de guerre à nous. Donc nous pépé, ah ouais, faut nous prendre butin. Faut nous combattre ça. C'est trop cher. On va rendre compte de gaz 31 €. Oh nous gagne. Ah ouais, il faut nous arrêter ça. Donc nous avons du mal à redémarrer l'activité là. Depuis la pandémie à Covid, mais en plus, ça vient rajouter là, ben, les entreprises qui ont trouvé à genoux. Donc tout ça est entreprise, par exemple, nous en transport voyageurs, et tout ce qui est transport scolaire, transport interurbain de personnes, nous avons les transports de matériaux avec nous, les agrégats, marins pêcheurs, les taxis, et les auto-écoles. Tout le monde qui a utilisé la route et qui a utilisé le carburant en tant que matière première pour fonctionner et faire activité à eux. Donc je dis là, nous demandons, suite à réunion aux autorités, à l'État de recevoir nous pour prendre des dispositions parce que les entreprises sont en train de succomber, de morts, de disparaître à cause de plusieurs facteurs, pas un carburant, mais c'est des facteurs consécutifs qui ont fait que nous sommes dans cette situation-là. Qu'est-ce qui est fait? Nous pouvons réagir, nous pouvons rester là et mort en silence. Là, nous demandons, préfet là, puis c'est nous toujours discuter, nous toujours témoigner à consensus avec le collectif là, un collectif COPG avec Jean-Yves Ramassami, nous toujours discuter. Aujourd'hui là encore, nous demandons des discussions, puis c'est nous voyons des courriers à préfet là, monsieur le préfet, aux collectivités majeures, de manière à ce qu'ils reçoivent nous et pour nous prendre des dispositions, pour prendre des mesures, soit on gèle à prix là pendant une certaine période pour permettre nous de souffler, soit de prendre des dispositions, des mesures pour permettre à l'économie de redémarrer et que les entreprises maintiennent salariés. Au niveau du carburant qui ne devrait pas redescendre d'ailleurs le mois prochain, donc préparez-vous. Et on enchaîne avec cette signature de convention entre l'Union sociale pour l'habitat et la communauté d'agglomération Cap Excellence. L'objectif, adapter les logements des personnes âgées et aider les jeunes à devenir propriétaires pour des coûts abordables. Le reportage. De personnes qui ont du mal à se loger parce qu'en fait les loyers ou l'accession est hors de prix par rapport à leurs revenus. Et donc produire du logement social et surtout le faire avec des loyers de sortie qui correspondent aux revenus des gens, c'est essentiel. C'est le cas ici en Guadeloupe et alors encore plus ici dans cette agglomération parce que aux Abîmes, à Pointe-à-Pitre, mais aussi à Bémao, il y a vraiment un enjeu de permettre à des gens de vivre pas trop loin dans le travail, sinon on connaît la circulation ici. Et donc pour ça, il faut qu'on fasse plus de logement social, mais qu'on le fasse bien. C'est-à-dire que vraiment on ait le souci de le faire avec des loyers de sortie qui correspondent aux revenus des ménages et puis aussi qu'on accompagne les besoins d'aujourd'hui. C'est-à-dire d'un côté adapter des logements au vieillissement parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont du mal à rester dans leur logement parce qu'il est difficile à vivre dedans parce qu'il n'est pas adapté à leur âge. Mais aussi, moi j'y compte beaucoup, c'est qu'on aide les jeunes. Parce que si on veut garder une jeunesse formée, active, qui cherche de l'emploi au cœur de nos villes, il faut qu'on leur trouve des logements pas chers. La volonté, c'est d'offrir à nos populations un habitat, des conditions de logement et une offre donc de logement de qualité. Et nous avons sur notre territoire une population qui aspire, s'agissant du logement social, à pouvoir bénéficier d'une offre de qualité. Donc nous nous réjouissons de ce partenariat avec l'Union
l'Union nationale qui nous accompagne sur des programmes de revalorisation, des programmes d'amélioration de cet équipement majeur tels que le programme de renouvellement urbain, le nouveau programme sur lequel Cap Excellence va s'investir pour offrir donc aux populations donc des logements de qualité. On a construit un peu de manière massive et on ignore, parfois on veut ignorer les revenus des gens. On a des jeunes qui sont en CDD, qui n'ont pas des revenus très forts. Si on veut que demain ils soient la jeunesse vaillante par exemple des Abîmes, il faut qu'on arrive à leur proposer des logements pas chers et de qualité. Et nous, notre enjeu aussi, ça n'est de la qualité, parce que voilà, pouvoir vraiment réussir à bien les loger, qu'ils soient bien chez eux. Donc ça veut dire pour nous, bailleurs sociaux, de faire plus, faire mieux et de le faire en lien toujours avec les collectivités territoriales, parce qu'elles connaissent, c'est elles qui voient aussi comment les besoins s'expriment, et il faut qu'on soit en appui de leur stratégie territoriale. Un programme d'habitation qui est d'ailleurs déjà en cours. On part donc pour la pose de la première pierre de la résidence Magnificence à Pointe-à-Pitre. Des logements qui seront donc en accession sociale. Et le reportage est signé Stanley Manicor. De la SPHLM, c'est de produire des logements. On a un parc social, mais on veut aussi permettre à des familles guadeloupéennes de devenir propriétaires. C'est un projet de vie de devenir propriétaire quand on s'installe, qu'on crée une famille. Avoir son logement à soi, c'est aussi se projeter dans l'avenir. Et donc la SPHLM, elle souhaite effectivement proposer des logements neufs, de qualité. Vous l'avez vu, on a tout un tas d'équipements en mobilisant du photovoltaïque, des réserves d'eau pluviale. On a des logements de qualité et on permet effectivement à des familles guadeloupéennes de vivre dans un confort optimum et à la fois aussi de se constituer un patrimoine au travers de cette accession à la propriété. C'est de l'accession sociale, c'est-à-dire de l'accession qui est sécurisée, qui correspond aux revenus des ménages ici de Pointe-à-Pitre, qui va permettre à des ménages de devenir propriétaires après être en fait locataires. Et oui, ils sont vraiment pensés là-dessus avec de la garantie, de la sécurisation. On les accompagne du début de la construction du dossier jusqu'au moment où ils deviendront propriétaires. Donc c'est l'objectif. Et puis c'est des logements neufs, de bonne qualité, dans lesquels on ne va pas s'évertuer à dépenser trop d'argent pour faire face à la chaleur, à l'humidité. Donc oui, c'est des logements bien pensés, il faut qu'on en fasse plus. Notre objectif, c'est d'en faire beaucoup plus, et notamment à Pointe-à-Pitre et aux Abîmes. On a aujourd'hui 80% de notre production qui est destinée à produire des logements pour l'accession à la propriété. On continue de construire un petit peu de logement social classique, mais vraiment on a mesuré ce besoin et cette envie des familles guadeloupéennes à devenir propriétaires, et la SPHLM, elle est allée dans ce sens-là, vraiment de façon très volontaire. Aujourd'hui, sur une autre dimension, vous l'avez vu, je le redis, mais on mobilise des techniques les plus modernes, les équipements les plus performants qui existent dans le logement, et c'est effectivement un bailleur social qui fait ça, dans une optique à la fois de bénéficier de cette situation exceptionnelle, mais aussi de proposer un vrai projet qui va s'inscrire dans le centre-ville de Pointe-à-Pitre et qui va apporter ici de la vie. On parie aussi sur l'avenir, et puis ce fameux rooftop, en effet, j'espère que tout Guadeloupéen un jour voudra venir prendre un verre tranquillement dans ce lodge qui va s'installer au 5e étage ici. Cap Excellence, c'est quand même la plus grosse agglomération de Guadeloupe, des enjeux économiques très forts, donc il faut que le logement suive et qu'il suive, sinon en fait si le logement ne se développe pas, en fait ça va bloquer le développement économique et social du territoire. Porté par l'association Les Premières de Guadeloupe, l'incubateur au féminin a été sélectionné pour lutter contre les discriminations envers les femmes qui entreprennent. L'idée est simple, les aider à pallier aux difficultés liées à leurs conditions de mère, par exemple. 40 femmes sont ainsi accompagnées par cette fédération pour développer leur activité. Le reste en images. On s'est rendu compte suite à une enquête qui a été menée par l'INSEE, on se rendait compte qu'au niveau de la création d'entreprises, on avait très peu de femmes et que les femmes, il y avait un désavantage pour les femmes. C'était difficile pour les femmes de pouvoir monter leur entreprise, sachant que la femme a à la fois le rôle de chef de famille, elle doit s'occuper des enfants, s'occuper de la maison et en même temps créer son entreprise, c'était pas toujours évident. Donc c'est promouvoir l'entrepreneuriat au féminin qui a un peu poussé à la création de cette association, Les Premières de Guadeloupe. Il faut savoir que nous faisons partie d'une fédération qui est en France, qui regroupe différentes régions en France métropolitaine, et que la Guyane, sous les Outre-mer, la Guyane avait déjà créé son incubateur, Les Premières de Guyane, il y a déjà mais bientôt 6 ans. Donc, et cela n'existait pas en Guadeloupe.
ni en Martinique d'ailleurs. Nous avons créé notre incubateur en 2018, mais elle a vraiment pris son essor en 2019 lors de son inauguration. Et depuis 2019, nous sommes à la quarantaine de personnes qui sont accompagnées par les premières. Certaines ont créé leur entreprise et continuent. Il faut savoir que nous accompagnons au-delà de la création, même jusqu'à 5 ans. On continue à les suivre et à pouvoir leur donner des conseils, répondre à leurs besoins quand elles en font la demande. Nous sommes sur un programme BPI qui justement porte l'accent sur un accélérateur d'entrepreneuriat pour tous et sur les quartiers prioritaires. Et donc nous avons justement en ce moment, nous recrutons des personnes qui sont dans ces milieux, dans ces quartiers prioritaires et qui veulent créer une entreprise ou refaire une reprise d'activité. Ils ont encore le temps de s'inscrire jusqu'au 15 novembre et pour intégrer le programme qui va démarrer le 22 novembre. 80% de la biodiversité est détenue par les territoires d'outre-mer. C'est donc sans grande surprise que les assises de la biodiversité se tiennent cette année ici en Guadeloupe. Des travaux pour élaborer des stratégies de préservation de notre environnement. Et visiblement, les élus veulent qu'on mette la main à la pâte. En tout cas, on va devoir faire le nécessaire tous ensemble. Le reportage. Je suis particulièrement heureux que ça se déroule en Guadeloupe, d'abord parce que nous avons beaucoup de choses à montrer et encore plus heureux que ce soit l'ensemble de l'outre-mer qui soit représenté en Guadeloupe pour ces assises nationales qui devaient se tenir avec tout le monde, mais compte tenu des mesures sanitaires, on était obligé de le faire sur deux territoires, en région parisienne et en Guadeloupe. Et ici vous avez en distanciel et en présentiel les acteurs, les intervenants qui sont en Martinique, qui sont à Mayotte, qui sont en Guadeloupe, qui sont en Guyane. Donc on a réussi à faire quelque chose pour bien mettre en avant la biodiversité ultramarine. Face à ce danger lié au réchauffement climatique, comme on le voit d'ailleurs, qui se dénonce partout dans le monde, ces assises de l'outre-mer, c'est pour qu'il y ait une vraie mobilisation citoyenne, un vrai appel à ce que tous les Guadeloupéens, tous les Martiniquais, tous les Guyanais puissent être mobilisés autour de cette problématique de l'érosion de la biodiversité. Et ce sont nos comportements qui feront qu'on pourra préserver cette biodiversité. Donc on est en phase de combat pour la reconquête de la biodiversité parce que c'est un élément essentiel à la vie et il faut faire passer ce message sous le plan de l'éducation à l'environnement, sous le plan des outils à donner aux décideurs, qu'ils soient publics ou privés, parce que les entreprises aussi, il ne faut pas l'oublier, sont de vrais, ou une grande partie de vrais pollueurs. Donc tout le monde doit être sensibilisé à cela et il fallait qu'on lance cet appel pour montrer que cette biodiversité qui est à 80% en outre-mer doit se donner les moyens de sa préservation et par la suite de sa valorisation. Donc des messages forts à faire passer et un message particulier compte tenu de l'importance de l'outre-mer pour la biodiversité nationale. Il est temps que politiquement nous puissions nous fédérer au niveau de tous ces territoires d'outre-mer pour que nous menions des actions communes et faire reconnaître l'importance de notre biodiversité et aussi la nécessité de nous donner plus de moyens pour conserver cette biodiversité et la préserver. Nous sommes des acteurs de la biodiversité et chaque collectivité, chaque entité conduit sa politique. Et c'est le moment de montrer aussi que nous devons nous fédérer autour d'une agence régionale de la biodiversité comme cela a été créé. Et ici, à l'espace régional, d'ailleurs je remercie le président de région de nous avoir permis de tenir ces assises ici. Ça montre bien que tous les acteurs doivent être ensemble. Et souvent, je le dis, il faut que nous soyons tous ensemble pour la biodiversité. Ça passe par cela, par de la mutualisation au niveau administratif, par une fédération de nos politiques, au niveau politique d'ailleurs. Et puis, ça va nous permettre de gagner ensemble. Oui, seul on va vite, mais ensemble on va beaucoup plus loin. Et il faut qu'on aille plus loin dans le projet de développement durable de la Guadeloupe autour de la biodiversité. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous. À venir dans la tranche info sur Canal 10 Télévision, le Focus, un jeudi consacré à l'anthropologie noire, comme tous les jeudis, vous le savez. Nous recevons donc notre expert
expert des humanités classiques africaines, Nusere Kalala Omotunde. Je ne l'ai pas encore vu arriver, mais il ne devrait pas tarder. Et avant la coupure pub, je dis bonsoir à Patrick Hilaire, bonsoir à Solange Baptiste, bonsoir à Clémence Moïsa, à Lydia Luz, bonsoir à Marie Rutil, à Johanna Bon, bonsoir également à Ginette Mélas, à Aux Yeux Poudre, bonsoir à Jocelyne Tessonneau, bonsoir à Mercedes Platon, bisous Mercedes, bonsoir à Patricia Jamétal, bonsoir à Viviane Coton, bonsoir à Julie Noglotte, bonsoir à Teddy Bamberg, à Claudia Romain, à Elena Radrimassa, oui, il y a aussi un Franck, bonsoir à Franck qui nous a appelé tout à l'heure à la rédaction, j'étais un petit peu occupé, bonsoir également à Paulette Mouget, bonsoir à Chantal Jacquin, à Maddy Congré, à François Léogan, bonsoir également à Patrice Antoine, à JLD Zouti, j'espère que tu vas bien JLD, bonsoir à Agnès Annie, à Lydie, bonsoir à Nadir, bonsoir à Steve et Yapin, bonsoir à Maddy Congré, bonsoir à Moïse Aubin Caramel, bonsoir à... Bon, j'ai un petit peu de mal quand même pour celui-ci. Bonsoir à qui d'autre? Bonsoir à Jean Bedelbo. Bonsoir à Kwedi Loyal. Bonsoir à Pimba Fred Regarde. Ah ben, je me disais bien qu'il manquait. Bonsoir à Jimmy Kamagouva alias. J'espère que tu vas bien, Jimmy. On se retrouve après la coupure pub.